Merci d'être là. Dernière conférence de la journée, je crois, pour la plupart d'entre vous. Merci d'être beaucoup là. Vous êtes plein. Ça fait plaisir. Une petite question avant de commencer. Qui a codé cette semaine? Bien. Qui a codé plus d'un jour? Il y a des vrais codeurs. Super. Ça va être plus à l'aise que je suis moi-même codeur et ça, j'ai envie de parler à des codeurs et pas forcément à des marketeurs. Et attendez. J'ai des arguments pour les convaincre. S'ils sont là, tant mieux, ils les auront. Sinon, ça sera à vous de les revendre. Je vais parler aujourd'hui des protocoles buffer. Une autre question, qui était ce matin à la conf GraphQL ou qui connaît GraphQL? Qui aime beaucoup. Très bien. À un moment, il a parlé de protocole buffer, qui était peut-être une introduction pour moi, c'était sympa. Je vais essayer d'être plus précis et aller plus au fond de ce qu'il a fait. Je crois qu'il y avait une slide un peu rapide. On va aller voir ça. Les protocoles buffer, comment est-ce que je les exprimerai? Pour moi, c'est un peu du chocolat. C'est du chocolat parce que c'est quelque chose, c'est assez bon. C'est pas très gros. On peut en mettre un peu partout. Et pourtant, on y revient souvent. Et moi, je l'utilise beaucoup. Et du chocolat. J'utilise beaucoup. Ça, j'en mets un peu partout aussi. Et même si je suis pas complètement drogué, je suis capable de m'arrêter. Ça m'arrive parfois de m'arrêter. Là, ça fait, je crois, 2 heures que j'ai pas mangé de chocolat. C'est pas facile, mais je m'arrête. Mais quand on y revient, c'est toujours un plaisir. Les protocoles buffer, c'est comme ça que je vais essayer de vous les exprimer. Pourquoi est-ce que je les utilise en tant que développeur? Alors, j'ai pas de billes dedans. Si vous ne l'utilisez pas, tant pis. Moi, je continuerai à manger mon chocolat. Qui suis-je? Je suis Pascal Corpet. Je suis le CTO de Base Impact, qui est une association, une start-up non-profit qui essaie de lutter contre le chômage en France avec des outils de start-up. Je ne vais pas vous en parler en long et en travers, mais vous verrez que les exemples de ce talk sont partis là-dessus. On est une start-up qui a maintenant 1 an et demi en France et j'ai passé l'année dernière, cette année encore, à faire beaucoup de prototypage avec des applis qui changeaient assez rapidement. Ça va être important pour ce dont je vais parler. Et finalement, une appli qui a beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui, puisqu'on a 3000 nouveaux utilisateurs par mois. Avant, je travaillais sur d'autres ordres de grandeur, puisque j'étais chez Google, à Zurich, notamment sur Google Maps. Et les protocoles buffer ont été inventés ou viennent de chez Google. Je dois avouer, pour être très clair, que j'ai des actions encore chez Google, mais je ne suis pas mandaté par cette entreprise pour vous le vendre. C'est quelque chose que j'aime bien. Et puis vous verrez un peu pourquoi, parce que c'est quand même fortement utilisé dans des projets tels que Google Maps, qui sont un peu plus robustes et qui ont un peu plus d'utilisateurs que ce que je fais aujourd'hui. Avant ça, j'étais au ministère de la Défense, et voilà. J'ai vu aussi d'autres projets, et je ne connaissais pas encore les protobuffers. Voilà un peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. On va partir du technique, rentrer directement dans le technique, et puis s'en extraire petit à petit pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est bien l'utiliser, pas juste comment l'utiliser. Puis une fois que vous serez vraiment alléché, vous aurez envie d'en faire, je replongerai dans la technique pour vous dire comment l'utiliser encore plus en profondeur. Comment ça marche un protobuffer? Alors, je parle vraiment, je ne sais pas encore ce que c'est, mais on va commencer, ça sert principalement à définir un schéma. Donc là, c'est un exemple, on arrive à lire. Voilà un fichier, tous les exemples là sont en open source, que notre code est en open source. C'est pas exactement ça, j'ai simplifié un petit peu, mais vous avez l'essentiel. On définit quel type de syntaxe on va utiliser, et vous voyez que là, je définis un user profile qui va avoir un champ email et un autre champ year of birth. Voilà, il y a des commentaires, c'est description d'un schéma classique, comme on a vu ce matin en GraphQL. C'est juste ce fichier-là, ce proto à créer. Une fois qu'on l'a créé, je vais peut-être un peu vite. Ici, les différents champs qu'on peut utiliser, j'ai défini un message, un type de message, ici user profile, et avec 2 champs assez simples. En fait, on peut aller plus loin, on peut écrire des trucs plus compliqués, que ce soit avec des sous-messages. Donc là, on a un message user qui a un sous-message user profile. Et puis j'ai mis d'autres exemples plus bas. On peut avoir des champs répétés, le project, tel que vous voyez, puis des champs un peu plus complexes qui ne sont pas juste des scalaires de base, le timestamp, tout en bas,
Et donc là, c'est vraiment issu de notre code. Et comme vous voyez tout en haut, je fais des imports pour importer le user profile et le project depuis d'autres fichiers .proto. Ça, c'est la base. Voilà comment on définit son protocole buffer. Tout simplement, la syntaxe est un peu plus large que ce que vous voyez là, mais il n'y a pas tellement plus à ça. Description d'un schéma de données. Voilà. Là, je vous liste un peu les différentes autres fonctionnalités qu'il y a sur cette syntaxe. C'est effectivement une nouvelle syntaxe à apprendre, encore une. C'est pas un nouveau langage, mais en fait, c'est assez lisible, assez rapide à se mettre dedans. Si vous reprenez les nouveaux ingénieurs chez nous, s'y mettent très facilement, même s'ils ne connaissaient pas avant, ils sont capables de le modifier. Donc les types scalaires, vous avez vu, on peut avoir des enums, un peu comme dans beaucoup de langages, on peut décrire un type qui a seulement certaines valeurs. On a des messages qui sont nested, donc on peut avoir des sous-messages. Des listes, on a vu le repeated plus tôt. Il y a même des maps, on peut avoir des imports, il y a des packages, et puis des options, par exemple dire que tel ou tel champ est deprecated, donc il est plus utilisé, on peut le signifier directement dessus, on peut modifier ces champs au fur et à mesure. Juste pour vous dire que c'est complet, on ne va pas rentrer dans les détails de chacune de ces choses, même si les options, on y reviendra à la fin, parce que c'est hyper puissant et on ne le voit pas encore à ce niveau-là. Voilà le langage, la syntaxe. Qu'est-ce qu'on fait avec ce point proto? Le point proto, on va pouvoir l'utiliser dans plein de langages différents. Alors, est-ce que vous voyez votre langage ici? Qui voit le langage de prédilection ici? Qui ne le voit pas? D'accord, ben voilà, il y a quelqu'un là-bas, mais je ne sais pas quel langage c'était. Ah, pardon, c'est juste que l'icône était un peu petite. Donc, tous les langages que vous utilisez sont là. Ceux qui sont à gauche sont gérés par la librairie de protobuffer de Google, qui est en open source. Et ceux qui sont à droite sont gérés par d'autres third parties open source aussi généralement, mais pas officiellement. Tout ce code-là va manipuler les protos, et le point proto, lui, est le même pour tous les langages. Alors, il se trouve que chez nous, à Base Impact, on utilise plusieurs langages. On utilise du Python pour le serveur et du JavaScript pour le client. Ça arrive souvent qu'on change de langage. Vous utilisez peut-être le même langage partout, mais dès qu'on utilise plusieurs langages, ça devient un peu compliqué. Là, le point proto, ça va être le même pour tous les langages et qui va être partagé. Donc, la ligne du haut, la ligne de commande qu'on a en haut, utilise un compilateur, protocompilateur, qui donne où sont les sources et qui demande à le compiler en Python. Et il va extraire, ce qui va se passer, c'est que cet objet va transformer le point proto qu'on a vu en équivalent en module Python. Donc, le message que j'avais avant va se transformer en classe Python. Selon les langages, ça va être une classe, une fonction en JavaScript, parce que les classes, mais si c'est en ESX, ça va être une classe aussi. Enfin, vous voyez le topo? Très bien. Donc, en fait, directement, à partir de votre point proto, vous pouvez générer votre fichier. Avec un mapping souvent assez simple de un point proto à un module Python qui est derrière. Et une fois que vous avez fait ça, dans votre code Python, vous pouvez directement utiliser les objets tels quels, sans avoir à les manipuler comme des dictionnaires ou des listes, mais vraiment des objets en Python. Alors là, j'ai un exemple de code qui vérifie que mon utilisateur est valide. Donc il prend en paramètre un user en format proto. Alors comme je suis en Python, que c'est pas fortement typé, je me sens obligé de mettre un suffixe proto. Mais je vérifie que l'email est valide. Vous voyez la première ligne où j'utilise userproto.email en champ de la valeur. Ce point email, si je me suis trompé et que je ne mets pas email et que je vais mail, par exemple, il va faire une alerte que le champ n'existe pas. La classe qui était créée derrière map exactement le point proto qu'on avait. Le type aussi, c'est-à-dire que l'email, j'avais dit que c'était une string, en Python 3 notamment, ça sera une string Unicode, donc directement sans que j'ai rien à gérer derrière. Si en fait email n'est pas une string mais un sous-message, ça va être pareil, un sous-objet. Si c'est un repeated field, ça va être une liste, ainsi de suite. Donc vous avez directement, à partir de vos points proto, généré une classe d'un objet que vous pouvez manipuler. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le manipuler de la même manière, enfin, à partir de la même syntaxe, sous différents langages. A priori, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller modifier le fichier qui avait été généré, qui s'appelle pv2.py. Directement, je peux l'utiliser. En JavaScript, pareil, je peux directement l'utiliser sans avoir à me soucier de ce qu'il y a derrière. Quand je vais modifier mon point proto, je régénère mes fichiers générés et j'utilise pareil. Jusque-là, ça va.
Je peux utiliser les différents champs, donc plus loin j'utilise le year of birth qui lui est en type entier, donc je peux très bien le soustraire sans avoir le caster et lui dire c'est un entier. Voilà, il n'y a pas tellement plus pour la lecture. En écriture, ça ressemble à ça. Là, j'ai donné l'exemple d'un de nos tests. Alors, c'est pas un test réel, j'avoue. J'ai changé quelques valeurs. Donc là, je suis en train de, quand je crée mon objet, vous voyez, j'utilise la classe user.pv2.user qui a le même nom qu'avant, qui contient un sous-champ profil, qui est une sous-classe. Donc, j'instancie aussi la sous-classe. Je set les champs. Project, c'était un champ qui était répété, donc je lui donne une liste. Et ensuite, je peux facilement appeler mon code qu'on a vu avant avec user-proto. Jusque-là, c'est cool, mais c'est pas dingue. On a défini une syntaxe générique qui permet de créer des classes dans différents langages qui sont cohérentes les unes avec les autres. C'est déjà un bon avantage. Comment on va utiliser tout ça? On va utiliser tout ça parce que entre les, le protobuffer gère la classe elle-même, mais gère aussi comment un objet, on va le rendre sous un format différent. Donc on l'exprime sous un format, c'est-à-dire qu'en RAM, il correspond à un objet Python, mais on peut le sérialiser ou le parser à partir d'une valeur. En quoi on peut le sérialiser ou le parser? Voilà différents formats que je vais vous montrer. Il y a un format texte, un format JSON pur, un format binaire, PBJS, je vais vous montrer quelques-uns. Le plus évident pour vous, probablement, c'est le JSON. Qui ne connaît pas le JSON? Ouf. Voilà, donc là, c'est un JSON qui représente exactement ce que j'avais tout à l'heure dans mon proto. Je l'ai peut-être fait un peu plus compliqué, notamment il y a 2 projets dedans. Donc si jamais je voulais être à la fois speaker et CTO, c'est pas facile, mais c'est peut-être mon projet. Et mon profil qui est séparé. Bon, ben, ça paraît évident. Un petit avantage quand même, c'est que le fait d'avoir ma classe qui correspond à ce la classe qui correspond à ce JSON, tout le parsing était fait pour moi et il n'y a pas de, si jamais le proto ne marche pas au moment où je le sérialise et sérialise, j'ai plus tout ça à gérer, c'est géré pour moi. Alors, d'autres formats, je vais les passer un peu vite jusqu'à ce qu'on tombe sur des plus intéressants. Ça, c'est le format texte par défaut de protobuffer. Il faut savoir que le format JSON est un peu récent. Ils sont mis à l'utiliser plus tard que celui-là. Le format texte, c'était au début juste pour rapidement voir ce qu'il y a dedans et que ce soit lisible de manière humaine. Et il y a un petit détail, c'est qu'il est un peu plus proche de comment est géré le protobuffer en RAM la plupart du temps. Parce que vous voyez, les projects, au lieu d'avoir une liste de projects, on définit plusieurs fois le champ project. Et à chaque fois, on met une valeur dedans. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'était calqué sur comment est stocké un protobuffer la plupart du temps en mode wire. Là, on a un peu compressé les données. C'est-à-dire que le même champ, la même information se trouve là-dedans. Alors, sachant que les \x, il faut juste imaginer que c'est le caractère 12. Donc, en binaire, cette chaîne de caractères est en fait beaucoup plus petite. Enfin, un peu plus petite, à tous les backslash. Donc, votre donnée qui était en JSON avec des quotes, avec des accolades ouvrantes, des accolades fermantes, avec le nom des champs, tout ça a disparu et on n'a plus que ça. Alors, c'est bien super intéressant. Parce que non seulement c'est plus petit, mais même en le zippant, vous avez encore quasiment le gain équivalent et vous verrez que il y a des gens qui, juste pour ça, passent au protobuffer. Qu'est-ce qui était extrait? Principalement, il n'y a plus le nom des champs. Il n'y a plus le nom des champs parce qu'en fait, il est défini par des tags. Alors, je vais revenir un petit peu parce que vous n'avez peut-être pas vu ça. Tout au début, quand on a défini notre syntaxe proto, chaque champ, là, il y a non seulement un nom, mais il y a un petit numéro à droite. Vous voyez, le égal 1. Égal 2 derrière, égal 3. Ce égal, il a une vraie raison d'exister, c'est que le champ lui-même, on peut l'ignorer le nom du champ, il va être utilisé dans la classe pour le gérer, mais quand on va le stocker en wire format, en format binaire, on va directement utiliser ce champ-là, ce numéro-là, ce numéro qui est là. Donc, je ne vais pas vous faire le décodage complet, si vous voulez le faire, vous pouvez vous amuser à aller sur le site protobuffer et regarder comment ça se passe, mais le X12 en haut, ça code pour dire qu'en fait, ce qui va suivre, c'est le champ numéro 1, qui se trouve aussi être une string, et ça, c'était juste sur un octet qu'on a dit ça. C'est pas mal. Derrière, alors peut-être pas autant que ça, peut-être que c'est sur 3-4 caractères. Mais c'est vraiment mauvais effet. Derrière, vous voyez le texte lui-même qui est en clair, parce que là, on ne le compresse pas, mais il n'y a pas besoin de mettre de quote, parce que dans le début, il y a aussi encodé la taille, le nombre d'octets qui est alloué pour ce champ-là. Alors, le détail exact se trouve là-bas si vous voulez, mais dans l'esprit, imaginez bien que c'est très compressé.
Et ce même information, quand vous allez l'utiliser d'une librairie JavaScript ou Python, quand ça va être importé dans la classe, sérialisé, pardon, quand ça va être parsé, on va retrouver les mêmes informations. On va retrouver le champ, il va directement mettre le champ numéro 1 dans l'email, le champ numéro 2 dans l'année, etc. Donc ça permet de gérer facilement une classe qui est très lisible, avec un transport qui est somme toute assez compressé. Alors le format binaire c'est hyper bien quand on fait du C++. En JavaScript c'est un peu plus dur, donc il y a un format un peu équivalent qui l'écrit en JavaScript, qui est compatible JSON, comme vous le voyez, mais qui gère tout avec des tableaux. Voilà. Là c'est à la position 1 on met le champ 1, à la position 2 on met le champ 2, et du coup on n'a plus que des tableaux. Assez illisible il faut l'avouer, mais qui prend quand même un peu moins de place que votre JSON qui avait tout le nom des champs. Alors quand on travaille chez Google Maps, on avait encore un autre format qu'on utilisait qui s'appelle le PBURL, donc pour le passer en requête. Si vous allez sur Google Maps, vous faites n'importe quelle requête, vous regardez l'URL là-haut comment il a changé, et vous verrez quelque chose qui ressemble à ça. C'est du proto-buffer. C'est du proto-buffer qui encode, donc là j'ai encore encodé la même chose, qui dit on commence par un message qui a le field 1 et qui va contenir 2 champs. Donc après il y a une string qui a dans le champ 1 et on a la string elle-même. Dans le champ 2 on a un integer qui vaut 2017 et ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir avoir la même chose, les mêmes informations, mais beaucoup plus petites que d'envoyer un JSON dans votre URL GET. Avec toujours, bien sûr, le bénéfice que quand on arrive sur le serveur, on repart et on retrouve la même valeur. Là, ça commence à être plutôt cool. Bon, à quoi ça sert alors? Il y en a qui ont déjà vu des utilisations qu'il faut avoir. Et comment est-ce que moi, je vous conseille de l'utiliser? En tout cas, moi, aujourd'hui, la première utilisation que j'en ai, c'est le stockage. Le stockage, ça prend moins de place. On peut prendre les champs, soit les stocker d'un par un. Notamment, c'est le cas quand on stocke une configuration. La configuration a plein de champs différents, etc. En fait, j'ai pas besoin de stocker tous les noms des champs, et ça ne sert à rien. Je stocke juste mon proto-buffer, et quand je vais le relire, il n'y a pas de problème. À Google, je l'utilisais beaucoup, notamment, j'étais dans l'équipe qui s'occupe des logs de Google Maps. Tous les logs de Google Maps, quasiment depuis le début, sont stockés en proto-buffer. Et même si vous pensez qu'il y a beaucoup de sites sur Internet, qu'il y a beaucoup de gens qui font des recherches sur Internet, en nombre de logs, c'est encore quelques échelles de grandeur au-dessus, donc ça fait beaucoup de données. Et si on peut éviter de stocker le nom de chaque champ quand on stocke un log, c'est quand même pas mal. Donc là, clairement, quand on fait c'est pas pour le stocker en base de données, mais pour le stocker directement dans un fichier à plat, c'est intéressant. Ensuite, en base de données elle-même, il y a le format SSTable, qui est un format, je ne sais pas s'il est public en dehors de Google, mais dans Google, c'est un truc qui est utilisé de partout, qui consiste à donner une table de données NoSQL, avec directement une clé et une valeur. La clé, en général, c'est un proto-buffer, la valeur, c'est un autre proto-buffer. Et tout est géré comme ça. Chez nous, donc à Base, on utilise MongoDB. Quand on stocke nos données dans MongoDB, on les stocke en fait en proto-buffer JSON. Donc on utilise le format proto-buffer JSON. Donc on perd un peu le gain de savoir exactement, enfin d'enlever le nom des champs, puisqu'quand vous stockez en Mongo et en JSON, le nom des champs réapparaît et il est là. Donc en termes de taille, j'ai la même chose. Par contre, gros avantage, c'est que c'est validé. C'est-à-dire que ce qu'il y a dedans, si mon JSON change, je vais voir qu'il ne matche plus le proto que j'avais créé. En fait, le problème de la validation, c'est que dans Mongo, vu qu'on stocke du JSON, on peut stocker ce qu'on veut. Les grands fans du NoSQL vont dire super, c'est schémaless, on peut faire ce qu'on veut, c'est vachement agile, c'est super cool. Oui, mais après, une fois qu'on le récupère, il faut regarder chaque champ, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là. Aujourd'hui, en Python, quand je récupère mon champ JSON, je le passe dans ma librairie proto-buffer, et au final, j'ai un objet qui sait quel champ il doit avoir, quel champ il ne doit pas avoir. S'il y a des champs qui ne devraient pas être là, il me le signale. Je peux décider d'en faire ce que je veux. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Et après, derrière, quand j'accède aux différents champs, si le champ n'a pas été défini dans le JSON lui-même, c'est pas grave, mon objet le gère et rattrape aussi pour moi. Donc ça a pour moi un énorme avantage, rien que dans le stockage, d'utiliser cette librairie à l'entrée et à la sortie du stockage. Autre application, les API. C'était le titre de cette conférence. Soit pour faire du RPC en direct, donc c'est comme ça que c'était utilisé au début, entre deux serveurs. À Google, c'est la seule manière de faire du serveur à serveur, quasiment en interne, c'est d'utiliser des RPC qui utilisent les proto-buffers. Et est-ce que j'en parle après? Non, on va voir.
Excusez-moi, je connais pas tout. En direct, on envoie un protobuffer, on peut envoyer donc des données structurées et complexes d'un serveur à un autre, sans avoir peur de savoir qu'est-ce qui se passe entre les deux. On peut aussi utiliser, c'est ce qu'utilise d'ailleurs Google Maps, toutes les requêtes qui se font en AJAX par derrière, utilisent parfois du JSON, parfois du PB comme je vous ai montré tout à l'heure, mais de toute manière, c'est validé à l'entrée et à la sortie par des protobuffers. En flux, s'il y a plein de protobuffers envoyés, on peut aussi gérer la même chose. Et surtout, le gros avantage, c'est que pour une API, c'est multilangage, à l'entrée et à la sortie, tout le monde choisit la librairie qu'il veut, on se met d'accord simplement sur le point proto qu'on va utiliser dedans, et à chacun peut l'utiliser à sa manière. Et pour après faire un client qui accède à votre outil, vous n'avez pas besoin de recréer à la main la classe qui va bien, qui est wrap votre JSON pour l'afficher correctement, c'est déjà fait. Autre avantage sur le protobuffer ici, c'est que si vous décidez que vous voulez partager votre protobuffer quand vous êtes en dev en JSON et quand vous êtes en prod plutôt en compressé, c'est possible, puisque les deux librairies peuvent au départ et à l'arrivée juste regarder le content type, elles changent, et après le reste de votre code manipule des classes natives, et il n'y a pas de problème. Voilà. Gros avantage d'utiliser le RPC, les protobuffers, c'est que c'est validé. C'est que tout le code, tout ce que vous transférez, tout ce que vous envoyez, avant de partir, vous êtes sûr que vous n'envoyez pas un champ qui ne sert à rien. En arrivant, vous êtes sûr que les champs que vous voulez correspondent à un schéma bien donné. Et la validation est un gros plus. Ah, voilà. Donc ça, c'est un exemple, une autre partie du protobuffer dont je ne vous ai pas parlé, donc je l'ai créé en direct, qui permet de définir un service, une API, à partir de protobuffer. Vous voyez, on définit un service qui s'appelle front-end service. Encore une fois, c'est un exemple quasi réel de notre base, de notre code. Où on peut demander get user, on donne un protobuffer qui contient le user ID, et on va renvoyer un user. Et derrière, user ID, user correspondent à des protobuffers qui, eux, vont être validés. Donc il y avait un peu le même schéma ce matin, si vous avez vu en GraphQL. Alors, la grosse différence ici, c'est qu'on ne va pas changer toute la manière dont travaille le serveur. Gardez le même serveur que vous avez avant. Vous n'avez pas besoin de changer votre paradigme. Alors du coup, vous ne changez pas non plus le paradigme d'utiliser les sous-requêtes et la manière que GraphQL a de gérer le serveur. Là, vous le gérez comme vous voulez. Mais du coup, le changement est plus petit. Ça reste sur un schéma que vous connaissez peut-être déjà. Et ensuite, vous pouvez encore lister donc toutes vos fonctions et aussi les documenter. Les documenter là, qui sont, comme pour GraphQL, partagés entre le back-end et le front-end, qui comprennent tout ce qui se passe et comment ça avance. À partir de ça, l'API, les différentes librairies peuvent générer une classe, qui est la manière que la classe objet protobuffer qui gérait facilement un objet. Ici, elle prépare déjà une interface que vous n'avez plus qu'à implémenter, et vous êtes sûr que vous implémentez le proto du coup. Donc là, on a une API qui est documentée et qui est validée à la volée, à l'arrivée, au départ et à l'arrivée. Un autre avantage, c'est les API évolutives. On en a parlé ce matin pour ceux qui étaient là. Une API versionnée, ça pose problème à tout le monde. Ici, on peut changer ces protobuffers au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on change? Si on change et qu'on a un nouveau binaire qui reçoit un message d'un ancien client, qu'est-ce qui se passe? Pas de problème. Les champs obsolètes, simplement la librairie décide d'ignorer les champs inconnus. Donc s'il y a des vieux champs qui arrivent, qui ont été détruits, c'est pas grave, la librairie peut ignorer. Les nouveaux champs qu'il ne connaît pas encore, si les nouveaux champs que le binaire a, mais que le message n'a pas, ont une valeur par défaut dans la description du proto. Donc aucun problème, ça passe tranquillement. Dans l'autre sens, si jamais c'est en fait votre message est nouveau et arrive sur un serveur qui est ancien, pareil, il ignore les nouveaux champs, ça lui pose pas de problème, et s'il y a des anciens champs qui ont disparu, il prend les valeurs par défaut. Alors après, il y a des choses qu'il faut faire pas faire. Il ne faut pas changer de type. Si vous prenez un int et que vous le passez en string, ça va casser quelque part. Il faut dans ce cas-là, normalement, créer un nouveau champ qui s'appelle un peu différemment, qui a un tag différent avec le nouveau type, et après vous dépréciez, vous supprimez l'ancien. Et puis, ne pas réutiliser des tags qui peuvent être encore en service. Alors quand on prototype comme ce que j'ai fait depuis un an, peut-être que c'est un gros problème. C'est une API évolutive, c'est sympa, mais le nombre de prototypes, l'été dernier, on faisait un prototype par semaine.
eh ben, on en rajoute des champs, on en rajoute des champs, on en rajoute des champs, et si on va que vers l'avant, ça grossit votre protobuf. Si vous savez ce que vous faites, et j'espérais le savoir à l'époque, j'espère que pas trop de choses cassées, vous savez où sont vos protobuffers. Si jamais ils sont que en stockage quelque part, vous savez que ces protobuffers-là ont tel ou tel champ. Si jamais vous supprimez un champ de votre point proto, ça veut dire que ça sera plus lisible. Ces champs-là sont plus lisibles. Mais si jamais vous n'avez pas de gros stockage de données, ce qui était notre cas, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs à l'époque, on faisait des prototypes, ça ne posait pas de problème, on pouvait aussi nettoyer, changer, renommer au fur et à mesure de ce qu'on voulait. Alors à qui ça sert? Qui est-ce qui l'utilise? Déjà, il y a pas mal de monde qui gravite autour. Alors peut-être pas autant que GraphQL, parce que les photos ce matin, c'était impressionnant. Mais il y a Google qui travaille activement dessus depuis longtemps. Donc apparemment, le speaker disait ce matin 2008. En interne, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que c'est. Peut-être que 2008 était open sourcé. Mais il y a des gens qui travaillent depuis très longtemps et une communauté active. Et notamment Google qui a cette librairie sur GitHub où il y a eu par exemple 4 releases depuis le début de l'année, avec des vraies fonctionnalités qui avancent, notamment le PHP a été rajouté récemment, le JSON dont je vous parlais a été un format qui maintenant a été popularisé. Donc ça bouge encore. C'est pas un vieux truc de 2008, c'est encore pas mal utilisé. Sur Stack Overflow, vous verrez pas mal de questions qui sont autour. Si vous êtes à Lyon ou si vous voulez me pinguer sur Twitter ou autre, je serais ravi de répondre à 2-3 questions. Il y a quand même il y a des gens qui savent, c'est pas un truc obscur complètement. Et puis Google n'est pas le seul, c'est supporté par plein d'autres gens, par plein de third parties dont je vous disais qui géraient d'autres librairies, mais c'est pas une niche complète. Qui est-ce qui l'utilise aujourd'hui pour de vrai? Des gros projets durables. Je vous parlais de Google Maps, mais en fait, je ne connais pas de projet à Google qui n'utilise pas de protobuffer. Il y en a partout. Il y a même des blagues en interne. On dit bah oui, en fait, ce qu'on fait, c'est juste prendre des protobuffers à un endroit, les mettre à un autre. Qu'on fasse ça chez YouTube, chez Google Maps ou chez Google Search, on fait que manipuler des protobuffers. C'est possible. Il y a quand même beaucoup de protobuffers. C'est utilisé partout. Et à différents niveaux, je ne pense pas que Google va se débarrasser des protobuffers avant très longtemps. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup utilisé. Et j'ai regardé un petit peu rapidement est-ce qu'il y avait d'autres sociétés. Oui, Amadeus, et Twitter, Mesos, Bob Emploi, c'est nous. Donc il y a d'autres gens qui l'utilisent, des gros projets, des petits projets, des projets plus ou moins agiles. Alors moi, la première fois que j'ai voulu l'introduire, l'ingénieur qui était là avant moi m'a dit mais attends, nous on n'a pas besoin de ça, on va très vite, on fonce, etc. Et puis la première fois qu'il a fait une faute d'orthographe dans le nom du champ sur le JSON qui est en train de passer, il dit c'est fini. Si tu fais des fautes d'orthographe et que personne ne te le dit, ça va pas aller. Ton client t'a pas trouvé la valeur parce que le serveur a oublié de dire qu'il y avait une faute d'orthographe dans le cas. Donc du coup, bah oui, ça demande une étape de plus par rapport à gérer son JSON en live, mais en fait ça stabilise, c'est-à-dire qu'on est un peu sûr de ce qu'on fait derrière toi. C'est comme les gens qui font pas de tests en disant de toute manière moi je fais pas de bug. C'est multilangage et ça s'adapte. Donc les nouveaux langages, genre Rust ou Dart, ont déjà des librairies qui s'adaptent à ça, Swift aussi. Donc c'est parti pour durer. Donc c'est peut-être un peu moins innovatif que GraphQL, puisqu'on peut l'utiliser juste dans un projet. On a des projets comme Google l'utilisent partout, dans tous les projets tout le temps. On peut aussi l'essayer dans un coin ou doucement y aller. En plus, si jamais vous utilisez déjà des API en JSON, vous pouvez avoir un des deux côtés qui commence à utiliser le protobuffer pour valider l'API, sans que l'autre côté l'utilise. C'est quand même pas très invasif. Ça vous plaît? Alors ça, c'est que le début. Donc, je vais vous montrer encore plein d'autres choses. Comment est-ce que, moi j'aime bien utiliser les protobuffers et qu'en fait on peut aller encore plus loin. C'est un peu une longue liste, mais il y a des choses qui peut-être vous intéresseront, notamment pour ceux qui connaissaient déjà le protobuffer, qui découvriront peut-être un nouveau usage à ce qu'on fait là. On repasse dans le technique là. Une des premières choses que j'ai faites, c'était surtout ne pas stocker le pb2.py. On ne stocke pas dans notre GitHub. Ça n'a pas de sens. C'est le même code que ce qu'il y a dans mon proto. C'est illisible, ça ne sert à rien. Donc du coup, on utilise beaucoup de Docker. Dans notre entry point de Docker, à la volée, quand on relance notre Docker, pouf, il compile les protos. Et donc les pb2.py, en fait, je ne les vois jamais. C'est de manière transparente. C'est que vous utilisiez NPM pour builder ou quoi que ce soit, ça paraît une bonne pratique de juste ne pas avoir à gérer ces fichiers qui sont générés. Surtout de ne pas les modifier. Autre chose, les packages, j'ai évoqué ça rapidement.
mais quand on a un projet qui devient très 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 gros, d'avoir un truc qui s'appelle user, ça peut poser problème. Il y a différents types d'user, mais si vous avez un champ qui s'appelle option, super, ouais, ça va être compliqué. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est utilisé partout à Google. Il y a des noms de packages qui permettent de gérer un petit peu les différentes classes, les différents endroits. Après, c'est pas forcément évident à gérer où est défini, dans quel fichier est défini tel package, mais c'est possible. Au-delà, un bon exemple sur lequel je vais passer un peu de temps, c'est la réflexion. Les options et la réflexion, qui est pour moi une des plus grandes forces de protobuffer aujourd'hui par rapport à utiliser du JSON en mettant des validateurs à l'entrée et à la sortie. Puisque, comme je vous ai dit, on utilise en fait du JSON en Mongo, du JSON dans notre API, on pourrait juste utiliser JSON. Mais ça, ces slides-là, regardez bien, ça fait une vraie différence. La syntaxe de proto, dont je vous parlais au début, elle est suffisante pour décrire des objets standards, mais vous pouvez l'étendre. Vous pouvez l'étendre notamment avec des options. Les options, ça se définit d'abord comme un protobuffer, tout simplement. Donc là, j'ai défini le field usage, qui est un enum. Donc vous voyez la syntaxe des enums en bas, là. Je ne sais pas si j'ai un pointeur. Non, c'est pas grave. Tout en bas, là, enum field usage. En fait, on va définir pour chaque field, est-ce que c'est un identificateur de personne, personal identifier? Est-ce que c'est juste quelque chose qui sert dans l'app? Est-ce que c'est un feedback d'utilisateur ou est-ce que c'est un résultat de l'algorithme? Et puis en haut, on définit qu'on va étendre les field options pour ajouter cet enum comme field usage. Donc vous voyez là-haut, il a un tag, 50 000, c'est loin, parce qu'en fait c'est encore du protobuffer qui va le gérer derrière, donc il a forcément un numéro de tag. Il ne faut pas qu'il soit en conflit avec un autre tag ailleurs qui définit les options. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, dans mes champs, je vais vouloir taguer. Je vais vouloir taguer quels sont mes champs et qu'est-ce qu'ils font. Donc notamment, vous voyez l'email ici, je dis que c'est un identificateur personnel. Ça représente une donnée qui va tout de suite identifier une personne. Alors, quand c'est abc@example.com, c'est difficile de savoir qui c'est, mais ça peut être, c'est possible que ce soit. Alors qu'en comparaison, quelque chose qui est juste plus bas, donc là, is newsletter enabled, en fait, pas du tout. Il y a des gens qui ont une newsletter ou pas, ça ne regarde pas l'utilisateur, ça ne concerne pas l'utilisateur. Et vous voyez ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis une option sur le champ. Donc ça, c'est dans la grammaire classique du protobuffer, on peut mettre des options sur les champs. Là, j'ai créé une nouvelle option à moi. Et cette option-là va me permettre, quand je manipule mon message, c'est là que la réflexion intervient, j'ai défini une fonction qui s'appelle anonymizeProto, qui prend en paramètre un protobuffer, et qui va le dérouler. Donc, vous avez ce qui s'appelle message, je liste les fields, Ouais, super. Là, je liste les champs de ce message-là, qui me donne un descripteur de champ et la valeur elle-même. Je vais récupérer les options. Je vais aller chercher l'extension de l'option que j'avais tout à l'heure, donc avec mon nom, field usage. Et dans field usage, je vais récupérer la valeur que j'ai créée tout à l'heure, qui est mon enum. Et directement, je vais voir sur chaque champ de mon message, à la volée, est-ce que c'est un champ qui est personnel ou pas? S'il est personnel, je le supprime. Cool. On avait donc une valeur qui, vous vous souvenez, en wire, donc au moment de l'API, elle ne contient que les valeurs, il n'y a même pas de nom de champ. Et grâce au protobuffer, déjà j'ai trouvé son nom de champ, mais en plus j'ai pu détecter automatiquement dedans qu'est-ce qui était une donnée utilisateur que je ne veux partager avec personne et qu'est-ce qu'en fait est un peu plus cool. Un exemple de cette utilisation pour nous, c'est on travaille donc à aider les chômeurs, les chercheurs d'emploi à trouver un travail plus rapidement. On ne peut pas le faire tout seul. On a besoin d'aide, on demande souvent à des experts, des conseillers pour l'emploi, etc., de nous aider sur un cas ou sur un autre. Par contre, nos utilisateurs, eux, souvent sont dans une situation difficile. Ils n'ont pas forcément envie de partager avec la terre entière. Éventuellement avec leurs conseillers, ça va, mais pas avec un expert qu'ils n'ont jamais vu, toutes leurs infos. Ben, grâce à cette fonction-là, quand on prend un champ, les données utilisateurs, le user proto qu'on a dans notre base, on peut le nettoyer entièrement, de manière sûre, automatiquement, et le donner, et le montrer à d'autres gens en disant, ben voilà les cas d'utilisation, voilà le feedback que donnait l'utilisateur, voilà le résultat de l'algorithme, tout en cachant toutes les données importantes et intéressantes. Ça, c'est crucial. Parce que non seulement j'ai quelque chose que je fais de manière sûre,
Aujourd'hui, je suis sûr qu'il n'y a pas de données privées quand je vais partager mes données. Mais en plus, chaque champ que je vais rajouter dans mon point proto, dans mes classes, dans mes données, dans mon API, tous les champs-là, je pourrais à chaque fois dire, directement quand je rentre le champ, ce champ-là est un champ privé ou pas. Ça, c'est une force assez grande, parce que les systèmes, avant que j'avais vu qu'ils faisaient ça, décrivaient une whitelist de champs auxquels on a le droit de partager, ou une blacklist, la liste entière des champs que vous n'avez pas le droit de montrer. Alors ici, directement, c'est au niveau de la description du champ, on va pouvoir dire ça. Et encore une fois, on est multilingue, donc si le client ne veut pas envoyer au serveur certaines données, il peut de manière réflexive trouver les champs qu'il ne veut pas envoyer. Si le serveur dans un autre langage veut aussi faire la même vérification, ils peuvent toujours à partir de la même définition. Ça, c'est carrément cool. Voilà. Un autre avantage de protobuffer que moi, je n'utilise pas tellement, mais qui est une des raisons pour lesquelles on l'utilise à Google beaucoup, c'est la performance. J'ai rapidement cherché sur Google Images qu'est-ce qui fait ça. C'est un exemple de communication Java à Java par rapport à utiliser du JSON en compressé, en non compressé. Vous voyez, les barres n'ont rien à voir. C'est quand même beaucoup plus rapide, parce que même si c'est zippé, en fait, c'est plus long à parser, c'est plus long à sérialiser, alors que le protobuffer est optimisé. Et notamment parce que souvent, le code derrière est compilé, au moins en bytecode, et que du coup, le fait d'avoir le nom du champ, ça sert à rien de lire entièrement du champ, si en fait, ça peut être juste un integer, ça va beaucoup plus rapide. Une petite astuce pour ceux qui utilisent les protobuffers, déjà, les tags de 1 à 15 sont plus petits quand on les met dans le wire format. Dans le wire format, sur un seul octet, il peut définir à la fois le type du champ et le tag du champ si le tag fait plus petit, tient de 0 à 16. Donc du coup, pour optimiser encore votre performance, vous pouvez garder les champs les plus classiques, les plus communs, qui sont les plus présents. Vous gardez de 1 à 15. Si vous avez un champ un peu rare, c'est pas grave, il y a 50 000. En pratique, plus il est grand, plus il va prendre de place, donc il faut faire attention. Mais si vous hésitez entre mettre un champ à 8 ou à 16, en fait à 16 il sera 2 fois plus grand, donc gardez vos places pour les champs de 1 à 15. Autre option qu'on utilise qui est sympa, c'est si jamais vous voulez faire un champ qui peut avoir plusieurs valeurs. Là c'est un exemple aussi encore de notre code. Quand on donne un conseil, le conseil c'est générique, mais on va pouvoir donner des extra data en plus pour le conseil. Et en fait, ce que j'ai écrit là, c'est que selon les conseils, on peut donner 3 types d'extra data, mais il n'y en a qu'une seule de ces 3-là qui va être remplie. La syntaxe proto permet de décrire avec le one-off, qui décrit qu'il n'y en a qu'un seul de ces 3 qui est mis, et ça va être validé par les librairies. Donc les librairies, quand elles vont récupérer, si elles trouvent 2 de ces champs-là qui sont mis, elles en suppriment un. Donc ça veut dire qu'encore une fois, vous validez votre syntaxe dans le proto, au lieu d'avoir à le faire sur le client, sur le serveur. C'est cool. Hop là. On peut réserver aussi les champs, certains champs, notamment quand votre API change très vite et que vous avez beaucoup de développeurs, les gens ne savent pas forcément, tiens, quel est le champ qu'on n'utilise plus. En fait, ici, là, le 3 et le 5, on l'a utilisé il y a un moment, on ne sait pas qui a encore des champs avec le tag 3 ou 5, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas les rédiger tout de suite. Pareil, là, l'exemple en dessous, c'est qu'au début, on stockait la date exacte de naissance des utilisateurs. Finalement, on a décidé de ne pas l'utiliser. Et on préfère que personne ne réessaie de l'utiliser. Donc, si quelqu'un fait ça, automatiquement, la syntaxe proto va bloquer. Voilà. Il y a probablement encore plein de choses à dire sur les proto-buffers. Moi, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, en profondeur ou de loin. Mais je ne vous conseille pas de passer entièrement toute votre chose à proto-buffer. Je suis pas sûr que ce soit une philosophie de vie, comme peuvent l'être certaines librairies. Très bien. Mais c'est plus un outil très pratique. Pour moi, ça reste comme le chocolat. Et si je récapitule un peu ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est que ça vous permet d'avoir des structures qui ont un schéma typé. On peut l'avoir dans plein de langues différentes, plein de langages différents, le même schéma. Et puis on a une API documentée et validée, facile à maintenir. Et encore plus, avec tous les petits exemples que je vous ai montrés, qui permettent d'aller encore plus loin avec ça. Essayez-le, ça vaut le coup.
Alors, j'ai une question. Comment est-ce que tu partages tes points proto entre les différents projets? La question, c'est comment partager des points proto entre différents projets dans des langages différents, un client, un serveur. Alors, peut-être que j'ai été mal formaté, mais moi, j'ai tout dans un seul projet. Je ne sais pas si vous savez que chez Google, l'ensemble du code, c'est un seul dossier. Oui. Mais je suis habitué à ça, c'est ce que j'ai fait tout de suite. J'ai pas de solution pratique pour le faire facilement sur d'autres. J'imagine que c'est probablement là où vous mettez votre documentation commune au client-serveur. Ça va être là où ça va être généré. Et chacun va pouvoir aller le récupérer comme un package et le compiler à la volée. Je n'ai pas de solution. Ok. En fait, je pensais à, par exemple, NPM pour les libJS, ce genre de package repository. Est-ce qu'il y a une solution comme ça pour stocker son point proto et l'utiliser de manière versionnée? Non, je ne sais pas. Ok. Aujourd'hui, on utilise l'API management pour faire du reste. Avec les applications mobiles, on a vraiment un problème sur la bande passante des connexions en Afrique et en Asie. Est-ce qu'avec les proto-buffers, vraiment, on peut pallier à ce problème? Genre, c'est le serveur qui va transformer un JSON en proto-buffer et que le client, par la suite, fasse l'inverse. Oui, on peut faire ça, tout à fait. C'est une des modes d'option principales, on va dire. Ça n'a pas forcément d'intérêt que le client le retransforme en JSON, mais il va pouvoir le lire et l'avoir en Java, en Objective-C directement présent. Il pourra directement l'utiliser en proto. Voilà, tout à fait. Donc c'était une des raisons principales pour lesquelles ça a été développé, c'est de la communication serveur-serveur ou serveur-client. Tous les clients mobiles Google, en fait, lisent du format proto-buffer wire sur le fil directement. Merci. Bonjour. Moi j'avais une question. Du coup, protobuf son schéma. Comment ça s'intègre avec GraphQL qui a son propre schéma? Est-ce que les deux sont compatibles? Bonne question. Non, j'ai pas jamais essayé. Pour tout avouer, GraphQL, je l'avais vu de loin, mais j'ai regardé en profondeur seulement ce matin, on va dire. A priori, le GraphQL définit à la fois dans la syntaxe d'arrivée et de sortie quelque chose qui est assez précis, et je suis pas sûr qu'il y ait possibilité de standardiser ça, parce que justement, c'est une des forces de GraphQL, que le client, l'API soit pas forcé complètement. Mais a priori, non. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui sait, je n'ai jamais essayé. Comment tu comparerais ça avec Avro, par exemple? Je ne compare pas. Non, je sais pas. J'ai pas jamais goûté le chocolat blanc. Ça se trouve, c'est très bon aussi. Tu connais un peu? C'est le même principe? C'est le même principe, ouais. Schéma avec compatibilité, sérialisation différente. C'est du binaire qui est transféré. Donc c'est un peu le même principe. Il y a juste pas tout ce qui est cool avec gRPC et tout ça qui est en plus après, mais je sais pas. Et est-ce qu'il y a de la réflexion aussi? Pour moi, c'est une des forces énormes de... J'ai pas creusé assez. Ah. Donc peut-être que c'est mieux, peut-être que c'est pareil. Je reste par là après, donc s'il y en a que d'autres qui veulent me parler d'autre chose. Ouais, j'avais deux questions sur pareil sur le partage des protos. Il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est que en gros, le tag de tes champs, ça dépend de l'ordre qu'il a dans le proto. Non. Ah d'accord, ok. Moi, je les ai mis dans cet ordre-là, parce que je les ai créés dans cet ordre-là. Mais si jamais tu les échanges, tu peux les trier par alphabétique, par ordre de ce que tu veux. Okay. C'est pas relié. Ok, parce que je m'étais dit, si t'as un mec qui arrive après toi, 2 mois après, qui te met le champ au-dessus. Non. Ok, d'accord. Non, alors après, sur les grands protos, souvent, en commentaire au-dessus du proto, on dit quel est le prochain ID disponible. Parce que sinon, pour regarder tous les champs, voir lequel est disponible, c'est un peu long. Mais si tu te gourres et que tu utilises un tag qui a été déjà utilisé, le compilateur va dire hop là, non. D'accord, ok. Et l'autre petite question, c'était en termes de sécurité. Est-ce qu'ils ont prévu un mécanisme pour dire sur une méthode donnée restreint à tel rôle ou quelque chose comme ça? Oui. Alors j'ai pas utilisé de gRPC depuis que je suis parti de Google, donc j'ai pas d'exemple dans l'open source, mais je sais qu'on utilisait des méthodes pour sélectionner et dire, notamment avec les options,
de dire cette fonction-là, elle est réservée aux admins, ou cette fonction-là, elle est avec un utilisateur, etc. Oui, il y a des solutions. D'accord, ok. Merci. Dernière question. Moi, je voulais juste savoir si on pouvait ajouter des méthodes, avoir un petit peu de logique dans ces protos, ou c'était juste simplement de la gestion du stockage de données pure. Très bonne question. Donc, il y a deux parties. Il y a la partie message et la partie service. La partie message est juste un container bête. Donc, il laisse l'accès, un peu comme un JSON, mais fortement typé. Il laisse accès à tout le monde à tous ces champs manipulés. En Java, je crois qu'il est immutable par défaut. Mais en Python, par exemple, n'importe qui peut modifier ce qu'il y a dedans. Et pour rajouter des méthodes, en fait, il faut l'encapsuler.